Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous voilà parvenus à ce dernier webinaire des 24 heures RH sur cette grande thématique de la fonction RH aujourd'hui et de demain. Et à la fois merci à tous les intervenants de la journée, le partage de perspectives sur lesquels on va revenir avec Marie-Pierre, les contributions aussi et questions des participants. Et bravo si vous avez suivi comme nous tous les webinaires, et merci à vous si vous vous connectez spécifiquement à celui-ci. Merci à Parlons RH et RH Info pour l'organisation, et Thomas Chardin qui nous a proposé à Marie-Pierre et moi de conclure sur cette idée de synthèse. Alors, pourquoi nous deux tout simplement parce qu'en résonance avec cette thématique de la fonction RH aujourd'hui et demain, Marie-Pierre et moi avons publié assez récemment un essai que vous avez la liberté de télécharger gratuitement, qui s'appelle Les RH demain, pour en finir avec les RH demain, et finalement le futur de la fonction est déjà là. Et quand Thomas nous a proposé d'intervenir, c'est à la fois sur l'idée d'une synthèse libre et surtout de nous faire plaisir. Alors, ce qu'on va vous proposer avec Marie-Pierre, c'est une synthèse selon un peu différentes approches, à la fois plutôt que dérouler les différents webinaires, c'est revenir sur les idées principales qu'on a retenues tous les deux, partager sur différentes perspectives avec différents rôles, et puis conclure aussi avec l'idée de convergence et de lien par rapport à nos perspectives. Alors justement, Marie-Pierre, si on est sur cette idée des différentes idées principales qu'on retient, si tu avais une idée la plus pragmatique ou la plus concrète ou la plus actionnable que tu as entendue aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il s'agirait? Alors, l'idée la plus concrète, la plus pragmatique, la plus actionnable que j'ai retenue, c'est celle qui a été partagée par Myriam de l'entreprise FM Logistique, et qui nous a précisé tout le travail qui a été fait en matière de base de données, de structuration, de configuration de leur base de données, de leur référentiel RH, que ce soit par rapport aux collaborateurs, à la structure, aux hiérarchies qui sont dans l'entreprise, afin de pouvoir finalement accueillir progressivement un certain nombre d'outils qui peuvent choisir, on va dire, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, des besoins, notamment eux à l'international, afin de construire un système d'information. Et j'espère, au-delà du système d'information, comme nous l'avons proposé dans notre essai, une plateforme de service pour les collaborateurs, les managers, qui vont au-delà même de la RH et qui pourraient s'élargir aux services des services généraux, aux services de la DAF, toutes les informations et les services dont pourraient avoir besoin les collaborateurs pour travailler, pour évoluer dans l'entreprise. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée très concrète, et que même si on n'a pas de projet, de gros système d'information, comme ça peut être le cas dans une start-up ou une PME, avoir cette attention déjà sur cette structuration et cette qualification des données, de l'information, c'était peut-être une bonne idée à retenir de cette journée. Alors Fred, on reste dans le concret et le pragmatique. Et donc pour toi, quelle a été l'idée la plus utile, la plus contributive que tu as entendue ce jour? Alors, l'idée pour moi la plus utile ou contributive, c'est peut-être dans la posture RH, et je pense notamment au troisième webinaire avec Gilles Verrier, qui nous partageait sur un exemple des pratiques RH, notamment de Auchan, qui en fait ont laissé on va dire libre cours aux idées de leurs salariés, et qui leur ont dit simplement, en fait, vous avez des idées pour améliorer la satisfaction, que ce soit des clients ou votre travail, allez-y, mettez-les en œuvre, testez-les directement. Et chez moi, ça résonnait un peu dans ce côté finalement de lâcher prise, de laisser le droit à l'erreur, être dans une démarche que j'apprécie assez, qui est celle qu'on appelle celle de l'effectuation. C'est-à-dire, on observe ce qu'on a sous les yeux, et puis on part avec ce qu'on a, et puis on expérimente, on teste, et
on ajuste au fur et à mesure. Et ça fait aussi le lien avec cette idée qui est revenue de manière plus ou moins directe ou indirecte au fur et à mesure de la journée en lien avec la crise qu'on a vécue, qui est finalement d'accepter de reconnaître une intelligence de la situation, l'intelligence des personnes à être dans cette capacité d'adaptation et de mise en place de choses qu'on n'aurait pas nécessairement attendu et qui sort de ce qui est prescrit. On était là sur le côté plutôt pragmatique, plutôt utile, contributif. Marie-Pierre, si tu avais par contre une idée, je sais pas moi, la plus originale, qu'est-ce que tu retiens de cette journée? Alors, peut-être que l'idée la plus originale, quand on l'entend comme ça, ce sont les gens vont venir au bureau pour se détendre. Et ça a été prononcé par Benoît Serre et Frédéric Ferrer lors de leur super déjeuner webinar. Et Benoît Serre a ajouté, il ne faudrait pas exagérer. Alors moi, ça m'a fait écho avec une super vidéo que Michel Combes, qui travaille sur management et humour, a posté il y a quelque temps sur Twitter, où finalement, elle faisait effectivement référence à ça. C'est-à-dire finalement, quand je viens au bureau, je papote, je vois les gens, je me détends, alors que quand je suis au télétravail, je suis hyper concentrée, on va dire, je bosse. Alors, passer le joke et le côté souriant de ça, je pense que c'est un vrai sujet à adresser par rapport à ce sujet qui a été abordé, mais peut-être pas assez, on lui a pas donné assez de place, sur finalement l'organisation du travail, et, euh, et donc comment les entreprises vont, et aujourd'hui déjà, pendant le confinement, déconfinement et post-déconfinement, vont adresser ce sujet, et finalement quels vont être les temps sociaux, les temps de travail, comment on va les articuler pour que les salariés, on a beaucoup parlé d'expérience depuis des années, aient finalement un vécu du travail qui mêle effectivement à la fois cette production, mais aussi ce vécu social, cette socialisation, etc. Donc voilà, un sujet original qu'on entend longtemps, mais qui fait référence à quelque chose d'extrêmement sérieux et très concret à traiter. Et de l'originalité, on peut aussi aller à l'enthousiasme. Donc Fred, quelle a été l'idée la plus enthousiasmante qu'on ait entendue aujourd'hui? Difficile choix, il y en avait pas mal qui ont résonné. Je retiendrai dans tout le premier webinaire, ce qui m'a bien enthousiasmé, c'est l'idée de chacun compte, en fait, réellement dans cet état d'esprit, parce que je pars du principe que si à un moment on n'est pas dans cette idée de identifier la contribution, le rôle de chacun et faire vraiment que chacun compte, c'est prendre le risque que réellement tout le monde soit interchangeable, et donc on s'éloigne de cette notion de valeur ajoutée. Et pour moi, le côté chacun compte, ça faisait écho avec la prise en considération à la fois des contributions individuelles, ce que chacun apporte, cette reconnaissance-là, mais aussi le chacun compte dans ce qu'il apporte au collectif. Et dans ce webinaire-là, c'était assez prégnant dans ce côté, comment on peut s'inscrire dans le sens du collectif, d'un bien commun, comme le disait Patrick, et en considérant cette reconnaissance contributive, individuelle et de tout le monde. Et puis il y avait aussi au fur et à mesure dans la journée écho par rapport à ça pour moi, dans le fait que souvent les collaborateurs n'ont pas une vision ou ce qui est évoqué comme le côté big picture. Et des fois justement parce qu'ils connaissent pas la stratégie, parce qu'ils connaissent pas les différents piliers de ces éléments-là, ils n'ont pas eux-mêmes une perception du sens de en quoi ils sont contributeurs à ça. Et donc, j'aimais bien l'idée de creuser cet aspect-là, et d'un point de vue RH et aussi avec la dimension managériale, de savoir mettre en avant à quoi tu contribues individuellement et dans le collectif. Et ça fait un peu écho, là je pense dans le cadre de l'essai, à toute cette dimension qu'on a appelée le côté people intelligence, c'est finalement identifier, apprendre à mieux connaître les uns et les autres et leur rôle contributif pour s'appuyer là-dessus et être dans cette idée, on va dire, de réussite humaine, que ce soit individuelle ou collective.
Alors, que te poser comme autre question? Tiens, si on parlait de côté enthousiasmant, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Si tu avais une idée la plus surprenante qui a pu être évoquée dans l'un ou l'autre des webinars, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, je crois que justement, c'est que il n'y a pas d'idée qui, qui m'a surprise. Alors, c'est aussi avec un grand sourire, parce que c'était une journée très riche. Mais je dirais que voilà, j'ai quand même été surprise que ne soit pas traité de façon peut-être plus marquée l'organisation du travail autre que le télétravail. Donc on revient en permanence, et je le rappelais ce matin, il y a que 25% des salariés actifs qui ont télétravaillé ou télétravaillent encore. Le vécu de travail des personnes qui ont travaillé physiquement dans des conditions particulières, parfois meilleures, parce qu'il y avait moins de circulation, parce que ceci et cela, parfois et souvent dégradé. Ceux qui n'ont pas travaillé, je pense qu'on devrait davantage prendre en compte quand on parle des RH, quand on parle des actions qui sont à conduire aujourd'hui et demain, de prendre cette diversité des situations de travail qui ont été vécues et pour retravailler sur le contenu du travail, les conditions de travail, les aspirations. Toutes ces situations-là, elles sont extrêmement importantes parce que les gens reviennent ou restent dans l'entreprise avec ce vécu, ces expériences, ces conclusions qu'ils ont pu en tirer, ce ressenti. Et je pense que de prendre en compte tout ça, ça peut être vraiment le terreau d'innovation organisationnelle, aussi d'innovation sociale, managériale, sur le développement des personnes. Donc je pense que plutôt que de se focaliser sur le télétravail, et moi j'ai été surprise de ça, ce serait bien d'élargir, et on a vraiment un puzzle qu'il faut remettre dans le bon ordre tout en s'adaptant à la situation et au contexte. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'espère que j'ai bien répondu. Et puis, puisqu'on parlait de confinement et de déconfinement, j'ai une petite idée. Là, je voulais te demander quelle est pour toi l'idée la plus confinée que tu as entendue aujourd'hui? L'idée la plus confinée. Alors, donc en lien avec ce confinement, bah tiens, je dirais l'agilité des individus qui a pris le pas sur l'agilité organisationnelle, qui était un des points qui était évoqué, notamment pour moi à la fois dans le deuxième et le troisième webinaire, et le fait que finalement des entreprises qui, pour bon nombre, bah, en tout cas dans la majorité, personne ne pouvait se préparer à cette crise, même si on l'a vu, certaines étaient déjà dans une dynamique de télétravail. Et pour autant, la grosse majorité des entreprises qui ont basculé dans un mode un peu, on va dire, nécessaire de télétravail, elles n'avaient pas été prêtes. Et le constat que finalement, ça a fonctionné pour un grand nombre d'entre elles, à la fois dans des nouvelles manières de faire, des levées de freins. On a entendu Mathilde Causse qui disait, bah, face à ça, il y a des personnes qui, sur un certain nombre de choses, étaient réfractaires, et finalement, ça s'est fait. Et par rapport à cette agilité, il y a une deuxième un peu idée qui m'a marqué, c'est finalement, on a fait des découvertes ou des redécouvertes autour de cette question du lien, le lien entre les collaborateurs et leur entreprise, le lien entre les collaborateurs eux-mêmes ou avec le manager, et puis ce côté finalement paradoxe entre une distance sociale, une distance physique, mais finalement qui a amené à une certaine proximité relationnelle. Tout ça pour amener sur un dernier point d'agilité qui, pour moi, sur cette fin de confinement, a pas mal fait écho, qui a aujourd'hui une idée un peu de remobilisation, où à un moment on a reparlé de ressouder un collectif. Et justement, pour faire la transition, je parlais donc de ce déconfinement, et si tu avais, toi, une idée, l'idée la plus déconfinée. Alors, l'idée la plus déconfinée, j'en aurais deux en fait. La première, c'est celle qui a été exprimée par Mathilde Lecause de Mazars, quand elle a dit qu'il fallait s'empêcher de revenir en arrière.
Je crois que c'est très à propos. Et puis également de Patrick Bouvard ce matin quand il a dit que effectivement il faut retirer des choses de ce que nous venons de vivre et que c'est peut-être l'opportunité d'enclencher un cercle vertueux, de faire tomber des murs, de faire tomber des rigidités. Euh, je pense que effectivement là on est vraiment dans le sens de notre essai. Alors même si on l'a écrit avant la crise et que finalement les propositions qu'on y fait, elles trouvent toute leur pertinence dans le contexte d'aujourd'hui. Je crois que finalement, effectivement, l'enjeu, c'est de construire à partir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a observé, créer cette intelligence de tout cela pour alimenter effectivement de nouvelles pratiques, qu'elles soient RH, managériales, plus organisationnelles, et d'appréhender en fait ce domaine d'action. Moi, je trouve qu'on devrait moins parler de la fonction RH, mais plus du domaine d'action RH dans l'entreprise, et de le considérer, comme on l'a exprimé dans notre essai, comme un domaine de responsabilité de chacun, où chacun a sa contribution à apporter en fonction de son rôle et chacun aussi a un bénéfice à en retirer en fonction de ses enjeux, etc. Donc je crois que on avait dit dans notre essai que le futur c'est un présent qui se précipite à notre rencontre. Ben, je crois que ce qu'a exprimé Mathilde, c'est une très bonne phrase à garder pour cette période de déconfinement et pour les prochaines séquences. Voilà. Alors, on vous a fait part de quelques idées que nous avons retenues en étant très attentifs à tous ces webinaires. Et on vous propose maintenant de peut-être prendre la place de différentes personnes qui auraient écouté ces échanges et ces propositions et de pouvoir dire finalement, Fred, qu'est-ce que tu retiendrais si tu étais un dirigeant de cette journée? Ah, si j'étais un dirigeant et si j'avais assisté à ces différents webinaires, ce qui me vient, c'était un exemple dans le troisième webinaire qui était un exemple un peu concret d'une RH qui témoignait du fait qu'elle allait voir son dirigeant avec plein d'idées RH et que en fait, elle se faisait retoquer à chaque fois sur ses propositions. Et donc là, si j'étais un dirigeant, je lui dirais, mais en fait, ok, tu arrives avec un certain nombre de convictions, d'idées qui peuvent m'apparaître des fois comme très théoriques, mais est-ce que tu t'es vraiment intéressé à mes besoins? Est-ce que tu as pris en considération que déjà mon besoin, ça serait peut-être déjà d'avoir un certain nombre de données, d'informations concernant les salariés, leur part contributive, comme je l'évoquais précédemment, pour m'aider dans les bonnes prises de décision et pas nécessairement d'être dans le flou. Et puis tu m'évoques tout le temps on va dire que l'humain est au cœur de l'entreprise et ainsi de suite. Mais concrètement, comment est-ce que on peut mettre en exergue cette part contributive? Qu'est-ce que tu mets sur la table comme élément qui me laisse à penser qu'il y a vraiment des facteurs de différenciation? Et je lui dirais finalement en écho avec une des phrases qui avait été dite lors d'un webinaire, qui est que finalement, pour que tu sois écouté, il faut avoir la bonne posture et la bonne approche. Et en l'occurrence, au moins d'être sur ces éléments, de comprendre mes besoins et d'y apporter une réponse. Tiens, et pour toi, justement, Marie-Pierre, si tu étais une collaboratrice et que tu avais assisté à ces différents webinaires, quelle serait ta réaction? Alors j'adore cette question parce que comme vous le savez, je m'occupe à la fois d'individus et d'entreprises. Eh bien, moi, si j'étais un collaborateur, je me dirais que la relation employeur-collaborateur, c'est encore une relation qui est plein de paradoxes et qu'il est urgent d'expliciter. Dans notre essai, on dit que c'est un sujet qui a été laissé en suspens, et dont il faut absolument et rapidement auquel il faut apporter une réponse. Moi, en tant que collaborateur, je retiendrai que finalement, j'ai l'impression qu'on m'administre, qu'on me manage, plus qu'on me ménage, comme disait Laetitia Vito. On m'enquête avec une certaine écoute, plus ou moins. On me développe, on organise mon travail, on me motive, on m'expérience, on monte-board, on off-board, enfin, on fait plein de choses. Et en parallèle, on me demande d'être acteur de mon travail, de mon employabilité, de mon parcours professionnel.
Et il y a là effectivement un discours, une philosophie, une approche qui est vraiment schizophrénique pour le collaborateur. Je pense que véritablement, il faut qu'on passe le pas de ça. Bon, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on a ça au-dessus de la tête, et que il est temps de voir le collaborateur comme une personne qui est effectivement une personne responsable dans sa vie, donc responsable quand il vient au travail, responsable de ce pan de vie qui est le travail, de ce qu'il y fait, etc. Et comme on l'a dit dans notre essai, le collaborateur, c'est un acteur, ça n'est pas un client de l'entreprise. C'est un acteur qui va œuvrer pour le projet de l'entreprise et qui, en même temps, dans ce cadre-là, va œuvrer pour aussi se développer, gérer son parcours, mettre tous les atouts de son côté, puisqu'on parle beaucoup d'employabilité. Et là, dans les mois qui viennent, c'est un sujet qui va être, qui va revenir par rapport aux crises des années 90, de 2008, etc. Et là, la fonction RH, elle a un rôle très important à jouer pour changer ces mots, cette projection du collaborateur. Non, il faut le considérer comme un partenaire, comme un acteur dual de l'entreprise, et véritablement la politique RH, le management des ressources humaines, l'organisation qui repositionne le collaborateur véritablement dans ce rôle de partenaire et d'acteur, ce sera une politique qui sera gagnante sur plein de plans, donc j'en suis particulièrement convaincue. Et justement, le manager, Fred, lui, il est à la fois collaborateur et manager. Donc, en tant que manager, qu'est-ce qu'il aurait retenu de cette journée? Ah, si j'étais manager, je pense que je serais à la fois heureux et un peu frustré. Alors pourquoi heureux? Parce qu'en fait, on a quasiment parlé que de moi tout au long de la journée dans les différents webinaires. On a mis mon rôle au cœur de tout ça, notamment une nouvelle fois en lien avec cette crise, ce côté rôle de proximité. On a parlé de mes soft skills, le besoin nécessaire de travailler sur un socle de compétences. Bref, en fait, je crois qu'il n'y a pas un webinaire où on ne m'est pas cité. Et en même temps, je me suis senti un petit peu peut-être frustré parce que, alors ça a été évoqué, hein, les RH nous rajoutent sans arrêt des nouvelles casquettes, des nouvelles responsabilités au fur et à mesure, des fois de leurs idées, de leurs procédures, de leurs processus. Et je reprendrai bien ce que tu évoquais avant par rapport à Laetitia Vito qui parlait de ménagement. Ok, le manager, pourquoi pas, est là pour ménager les collaborateurs, mais qui ménage le manager? Et donc, je me sentirais un petit peu frustré dans le sens, comment les RH vont vraiment m'aider à développer mon rôle. Et là, ça fait le lien avant, tu reparlais de laisser un peu l'idée qu'on porte, qui est d'aller au-delà de toujours des casquettes en plus, mais passer carrément à une nouvelle approche du management et d'aller une nouvelle fois dans ce lien avec le côté réussite, un côté un peu success manager, au travers peut-être de différentes actions qui seraient déjà aussi créer des espaces de discussion pour nous, entre managers, pour partager sur notre vécu, sur nos bonnes pratiques, nous aider à nous améliorer. Les RH aussi, des fois on l'évoquait, il y a bon nombre de managers qui sont passés managers parce qu'en fait ils étaient très bons experts. Peut-être que moi manager, si je suis très bon expert et que je me retrouve pas, j'ai pas d'appétence au management, peut-être m'accompagner sur un retour à cette expertise. Bref, voilà, que je sois un peu moins frustré et un peu plus aidé sur ces aspects-là par la fonction RH me ferait plaisir. Alors tiens, on va corser un petit peu la question. Si tu étais actionnaire, Marie-Pierre. Alors, si j'étais actionnaire, je dirais qu'on n'a pas du tout parlé de moi aujourd'hui. On n'a pas parlé de conseil d'administration, de gouvernance actionnariale, alors qu'en fait, depuis des années, j'ai évolué, puisque finalement, je parle de plus en plus de capital humain, même si le mot n'est pas forcément très beau. Je m'intéresse au levier humain de l'entreprise parce que je sais que c'est un facteur de risque.
avec les risques qu'on a eus ces dernières années et qu'on aura encore, mais sur d'autres populations, sur les difficultés de recrutement, sur l'innovation qui est portée pour beaucoup par les hommes eux-mêmes et pas par les outils. Donc je suis un peu déçue qu'on n'ait pas beaucoup parlé de moi, alors que finalement, je suis un acteur de ces réussites humaines dans l'entreprise à travers les décisions que je peux prendre, les arbitrages que je peux faire sur les stratégies proposées par les comités de direction, etc. Donc, en tant qu'actionnaire, et si je prends ma casquette de DRH actionnaire, je dirais que cette absence, elle est aussi révélatrice de l'absence des RH au conseil d'administration, alors que les DAF, ils sont régulièrement ou de temps en temps. Et moi, je pense qu'il faut que les DRH soient présents pendant les conseils d'administration pour partager cette connaissance qu'on a appelée nous la people intelligence, donc l'intelligence de l'humain dans l'entreprise, cette connaissance du corps social, de son comportement, de ses aspirations, des enjeux humains organisationnels, parce qu'on ne peut pas définir une stratégie sans tenir compte des hommes, des compétences, de la motivation, de l'enthousiasme, des énergies que l'on a, et de la même façon qu'on ne peut pas évaluer si on l'a réussi cette stratégie sans prendre en compte cette dimension-là, ce facteur-là. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage que les actionnaires n'aient pas été invités dans le contenu de ce webinaire. Et peut-être que Fred, est-ce que tu as remarqué on a parlé des syndicats, etc. Et du coup, si tu étais un représentant du personnel, qu'est-ce que tu retiendrais comme idée forte de la journée? Ouais, si j'étais un représentant du personnel, un peu peut-être comme si toi tu étais actionnaire, je me sentirais peut-être un peu oublié. Alors certes, on m'a vaguement évoqué de temps à autre au travers du dialogue social, mais j'ai eu le sentiment que pas plus que ça. Et finalement, j'irais me questionner à la fois sur la place que j'ai, mais surtout aussi celle que je vais prendre, ça c'est certain, c'est de mon domaine d'action, mais aussi du point de vue RH, la place que l'on me donne dans aujourd'hui la construction du collectif. Donc voilà, un aspect qui, je pense, dans la prise en compte des RH, quand j'étais tout jeune étudiant RH, on m'enseignait que il y avait les partenaires sociaux. Ben voilà, concrètement, quel rôle de partenaire on donne et surtout comment on accompagne les représentants du personnel dans ce rôle-là. Qui ont aussi des challenges à relever par rapport à tous les changements. Alors Fred, pour passer à notre troisième séquence, que le temps passe, alors en conclusion, tu es plutôt un RH aujourd'hui ou demain? Très concrètement, moi je tends pour le côté aujourd'hui, parce que pour moi, demain, c'est aujourd'hui que ça se construit. Alors, on peut rêver à plein de futurs. À un moment, on évoquait dans un des webinars le fait de construire un futur désirable. Moi j'aurais tendance à dire, commençons déjà par construire un présent désirable. Ça fait des années qu'on est en quête d'un futur RH, et on se rend compte que bien souvent, il n'arrive pas. Et pour construire ce présent désirable, et donc dans le aujourd'hui et maintenant, déjà, je serais tenté de partir du principe qu'il faut accepter notre finalité, notre raison d'être de RH, qui est finalement de fort probablement construire les conditions de ce qu'on a vu, les conditions de la réussite individuelle, de la réussite collective, d'accompagner les sources de performance au travers de ce facteur humain, mais en le rendant réellement tangible par rapport à ce qu'on évoquait avant, au travers des données mises en avant, des contributions des uns et des autres. Et puis, tu l'évoquais avant, aussi d'être en capacité de mieux convaincre les actionnaires, les dirigeants. Et tiens, toi, Marie-Pierre, comment est-ce que tu verrais ça, ce fait de convaincre les dirigeants, les actionnaires? Alors effectivement, moi, en tant que DRH, c'est un sujet qui m'a toujours préoccupée, parce que je pense que la fonction RH ne se changera pas. Il faut que ça remonte. Et donc, il faut que nous-mêmes, en tant que professionnels RH, on aille convaincre. Alors effectivement, comment les convaincre? Je pense que déjà, il faut bien connaître le travail, bien connaître les personnes, les métiers, bien connaître bien évidemment la stratégie de l'entreprise, ses enjeux, etc. Apporter, comme tu viens de le dire, des éléments tangibles
des pourquoi, des solutions et pas partir souvent sur des appréciations un peu juridico, psycho, quelque chose, hein. Et je pense, enfin, c'est ce qu'on a aussi proposé dans notre essai, mais moi je l'ai fait aussi en entreprise, travailler sur deux axes pour convaincre les actionnaires et les dirigeants avec des éléments effectivement, on va dire brick and mortar, très concrets. C'est eh bien travailler sur ce projet humain qui est à la fois doit être un élément de sens, de développer le sens pour les collaborateurs, pour les managers, mais aussi les dirigeants, les actionnaires, etc. Expliciter les engagements réciproques à travers ce projet humain, expliciter des engagements réciproques, par exemple d'engagement des salariés, mais ok, l'entreprise, elle s'engage sur quoi? Donc ça responsabilise aussi tout le monde dans la co-responsabilité que nous avons décrite dans notre essai. La connaissance, l'explicitation des choses, c'est un élément hyper important. Face à l'incertitude, un projet humain, c'est une référence, c'est une cible. Aujourd'hui, on n'a peut-être pas de stratégie économique, mais on peut avoir un projet humain pour faire fonctionner les énergies et rentrer dans une dynamique. Bien évidemment que ce projet humain, il nourrit à la fois la raison d'être de l'entreprise et en même temps, il la soutient. Il soutient la réalisation de la stratégie, mais il alimente aussi la stratégie, comme on disait avec les actionnaires. C'est pas la peine de penser développer l'entreprise sur des territoires nouveaux si on n'a pas les hommes. Donc il faut remettre, tu parlais d'autres fois de resynchronisation, ben, je crois que le projet humain, il sert à ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est à la fois, certes, une cible de ce que veut être l'entreprise, mais c'est aussi une référence qui permet à tout le monde de se retrouver. Et puis l'autre point, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais le développer un petit peu, c'est effectivement de travailler sur cette connaissance de l'humain dans l'entreprise. Les actionnaires, les dirigeants, ils ont besoin qu'on leur amène des éléments tangibles sur qui sont les personnes, quelles sont leurs compétences, comment elles travaillent, qu'est-ce qui les motive, pour que, à travers la stratégie, les plans d'action qui sont élaborés par un comité de direction, mais aussi validés et challengés par un conseil d'administration, eh bien cette composante humaine, ce facteur humain qui est, on l'a tous dit aujourd'hui, prépondérant, il soit beaucoup mieux pris en compte. Voilà. Alors Fred, le temps passe. On a fait nos 24 minutes et puis on a un petit peu de temps, Thomas nous a laissé un petit peu de temps pour une petite conclusion. Qu'est-ce que tu retiendrais, une idée qui te tient à cœur, une idée qui te semble cruciale à retenir à l'issue de cette journée? Je ferais bien le lien avec le webinaire qui considérait le rôle du RH et au travers de cette notion d'évolution du HR Business Partner. Et à un moment, les intervenants évoquaient le fait qu'un RH ou une personne RH, ou voire si on est dans une logique un peu d'équipe, ne peut plus couvrir tout le périmètre et les différentes profondeurs RH. Et donc l'idée que je retiendrai, c'est dans le domaine RH que la fonction accepte progressivement de lâcher prise et d'être un peu dans une co-responsabilité de cette dimension RH de chacun. Et donc quand tu évoquais avant la notion de collaborateur ou quand j'abordais la notion de manager, c'est d'être dans ce côté du collectif où on s'approprie cette dimension RH mutuellement. D'ailleurs, ce qui s'est passé durant la crise, où un certain nombre de collaborateurs ont pris des initiatives, c'était évoqué aussi dans un des webinaires à un moment sur le fait de partager des playlists, d'être sur un autre terrain que le pur terrain professionnel. Donc ça serait voilà ce côté co-responsabilité, lâcher prise, et puis pas rester tout seul aussi. On l'a vu, certains RH se sont mis à créer des groupes WhatsApp pour interagir entre eux et donc de rebondir sur cette expérience-là pour rester dans le faire ensemble, voire même dépasser les murs de l'entreprise. Tiens, et pour toi, Marie-Pierre, si tu avais un mot de la fin comme ça, une idée clé. Alors l'idée clé, elle est forcément l'idée qu'on a portée dans notre essai. Qui est vrai aujourd'hui, mais qui était vrai aussi en février ou en janvier, c'est que finalement, on a aujourd'hui tous les ingrédients, toute la donne est connue pour poser un regard neuf, un regard autre, changer d'angle
en matière de management des ressources humaines, de management, d'organisation. Il suffit juste de regarder les choses autrement et de les agencer différemment pour insuffler voilà, une nouvelle dynamique, pour faire changer la culture des entreprises au regard du facteur humain qui mériterait un webinaire, qu'est-ce que l'humain en tant que tel, et cela au bénéfice de tous. L'idée de s'empêcher de revenir en arrière, et c'est une super idée qui m'a plu parce qu'effectivement, on voit bien que il faut en finir avec les RH demain qui n'arrivent jamais. La période d'aujourd'hui, elle est propice parce que c'est certes une période de rupture, c'est une période aussi de séquences. Et ça, je crois que c'est très important. Des séquences qui ont fait bouger les lignes. Elle est donc propice pour faire des choses nouvelles, pour écouter aussi des aspirations qui ne se sont peut-être pas exprimées très clairement avant. Et on peut faire ceci même de façon un peu expérimentale en ayant le cap du projet humain, le cap de cette connaissance de l'entreprise. On peut faire les choses en fait différemment et s'impliquer voilà, dans des solutions neuves, nouvelles. Je crois que ce mot neuve, pour moi, il est extrêmement fort. Et Benoît Serre disait très justement que les premiers actes de l'entreprise vont définir le monde d'après. Je crois que c'est très très important quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur le retour du télétravail, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de questions à se poser. Et les réussites humaines, et je crois que vraiment cette période de déstructuration l'a montré, les réussites de l'entreprise, humaine de l'entreprise, dans l'entreprise, c'est l'affaire de tout le monde. C'est un objectif de tous, collectivement, individuellement. Alors forcément, c'est très culturel, hein. C'est un état d'esprit. Alors nous, on espère qu'avec notre essai, on aura suscité en fait l'adhésion à cette idée pour passage à l'action. Et c'est une philosophie qui a une forte valeur ajoutée pour l'entreprise, pour les actionnaires, pour les dirigeants et aussi pour les parties prenantes extérieures, donc au-delà des murs de l'entreprise. Donc très clairement, le temps est à la RH aujourd'hui, prendre ces sujets à bras-le-corps et ne pas hésiter à être cette petite voix dissonante dans l'entreprise. Moi, il m'est arrivé de retourner 5-10 fois voir des DRH, des dirigeants, des gens du conseil d'administration pour faire passer mes idées. Et voilà, n'hésitez pas à être cette voix discordante, dissonante dans l'entreprise. C'est ainsi qu'on a terminé notre essai. Je crois que c'est très important. Voilà, on a à peu près tenu notre temps et on va passer la parole à Thomas et en remerciant encore toute l'équipe et le formidable travail de l'équipe de Parlons RH, RH Info. Alors, je ne voudrais pas arriver et vous couper la chic et vous couper la parole, mais effectivement, on est arrivé au terme de cette belle journée. Je voudrais d'abord vous remercier, mais vraiment très sincèrement, très chaleureusement, parce que d'une part, vous avez accepté le challenge de regarder toutes les conférences en ligne et d'en faire une restitution qui soit dynamique, moderne, sympa, et vous avez particulièrement réussi ce challenge-là. Vraiment infiniment merci à tous les deux. C'était bien sympa. Vous ne voyez pas, mais j'ai au moins souri derrière mon écran. J'ai bien noté aussi tous les axes qu'il convenait de traiter par la suite. Alors, je vous rassure et je rassure tous les participants, bien évidemment, en une journée, et encore, on parle de 24 heures RH, mais c'était plutôt 10 heures RH. On n'a pas le temps de traiter tous les sujets, loin de là, et on voit que les sujets sont vastes, notamment le sujet des parties prenantes que vous avez bien abordé, c'est-à-dire comment adresser cette vision RH à 360 degrés, pas en étant trop égocentré, si je puis dire, mais aussi au contraire ouvert vers l'extérieur. Qu'est-ce que pensent les actionnaires, qu'est-ce que pensent les partenaires sociaux, qu'est-ce que pensent les collaborateurs? Et plus largement, je vais même au-delà en fait de votre remarque, qu'est-ce que pensent les parties prenantes, j'allais dire presque les parties civiles, la société au sens large du terme. Donc, on n'a pas fini en fait de parler RH. Je crois que Richard posait la question de changer la culture de l'entreprise, c'est donner du poids à notre parole. Je ne peux que souscrire à ce propos-là. Oui, parlons-en. Parler aussi. Donc voilà. Merci en tout cas Marie-Pierre et Fred pour cette superbe intervention. Merci aussi à tous qui êtes présents. Vous avez tous entendu l'appel du 18 juin pour la fonction RH.
plus de 5400 inscrits aujourd'hui. C'est énorme. On espère bien faire plus et mieux la prochaine fois. Le but n'est pas forcément d'être toujours plus en quantité, c'est aussi de contribuer exactement comme vous l'avez fait, Fred et Marie-Pierre, et comme ça l'est aussi dans votre essai, que vous avez cité à de nombreuses reprises. C'est de pouvoir contribuer à sa mesure. Nous, Parlons RH, RH Info, tous les speakers, de contribuer à notre mesure à cette réflexion, et au-delà de la réflexion, à l'action. Je ne vais pas m'amuser à une métasynthèse de la synthèse, etc. Juste une phrase. Non, parce que là, sinon, on est parti pour un tour. Juste une phrase. Le futur est un présent qui se précipite à notre rencontre. Oui. Et donc, il s'agit de vivre, vie ta vie maintenant. Allons maintenant. Créons un présent désirable. C'est effectivement ça. Ce qu'on essaie de faire au travers de cette journée événement 24 heures RH. Je voudrais juste, donc, après vous avoir remercié tous les participants qui ont été vraiment très nombreux. Il y a beaucoup de retours extrêmement positifs et ça nous incite évidemment à continuer, à poursuivre. Je voudrais juste remercier aussi tous les speakers qui ont joué le jeu, comme Marie-Pierre et Frédéric. Je vais juste les citer. Patrick Bouvard, Cynthia Sivaraza, Delphine Douetto, Nicolas Switek, je suis obligé de lire parce que je ne connais pas les noms de famille en fait, Gilles Verrier, Benoît Serre, Frédéric Ferrer, Mathieu Laudreau, Myriam Dumonchin-Macny, Mohamed Zagou, Simon Lecoeur, Yves Grandmontagne, Jean Pralon, Mathilde Decoz, Antoine Aubois, Sandrine Beurteret, Jérémy Cléda et Laetitia Vito, et bien sûr vous deux. Merci à tous ceux-là parce que c'est aussi eux qui font vivre et qui font parler RH tous ensemble et vous aussi qui nous suivez. Voilà, je voudrais juste terminer par cette phrase-là, par ce mot-là qui est extrêmement important. Merci. Merci et à bientôt au regard de l'audience que l'on a eue et de l'intérêt aussi, je trouve, de toutes ces conférences en ligne et des échanges que ça a pu susciter. Je crois que maintenant, nous sommes obligés de recommencer et Frédéric et Marie-Pierre, vous serez peut-être de nouveau sollicités pour faire la conclusion. Merci à tous et à très bientôt. Encore bravo. Merci. Merci. Bonne soirée.